je vais passer la parole maintenant à Giuseppe Longo. Alors, c'est un peu abstrait ce matin pour les juristes dans la salle. Il y a un coût d'entrée. Mais c'est vrai aussi pour ceux qui s'intéressent au droit, donc soyez compréhensifs. Et alors, je connais tout le talent pédagogique de Giuseppe Longo. Merci encore, Giuseppe, d'être venu ce matin. Giuseppe Longo est directeur de recherche au CNRS, au Centre Cavaillès de l'École normale supérieure, et il est aussi ancien professeur de logique mathématique, puis d'informatique à Pise. Il a passé quelques années aux États-Unis, à Berkeley, au MIT, et finalement, il avait opté pour la France. J'espère qu'il ne regrette pas. Il a été fondateur et rédacteur en chef de Mathematical Structure in Computer Science, qui est une revue scientifique basée à Cambridge. Il est directeur et éditeur de collections de livres. Et ses recherches ont concerné d'abord la logique mathématique et ses diverses applications à l'informatique, et ensuite il a étendu son champ de recherche à l'épistémologie des maths et à la biologie théorique par une critique assez cinglante, je peux dire, du manque de base épistémologique de la biologie contemporaine. Alors, c'est aussi un ancien fellow de l'Institut d'études avancées de Nantes. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il a coordonné un groupe de travail qui a donné lieu à une publication l'année dernière d'un livre qui s'appelle « Loi des dieux, des hommes et de la nature ». Il s'agissait d'une réflexion collective autour du concept de loi qui a été publié aux éditions Spartacus en 2017. Et autrement, il a une page personnelle très bien faite où vous trouverez toute la liste très abondante de ses ouvrages. Nous avons eu beaucoup de conversations sur l'intelligence artificielle, avec d'ailleurs une question de savoir est-ce que nous ne sommes pas les héritiers d'une mauvaise traduction de l'anglais dans intelligence. Giuseppe, je te passe la parole. Merci de respecter les 15 minutes si c'est possible, parce que c'est en tant que spécialiste du travail, il y a les capacités d'écoute, de ça. Donc voilà. On fera une pause après avoir fait comme ça. Tu as la parole, Giuseppe. Merci. Merci beaucoup, Alain. Je te remercie pas ultérieurement, puisque ça fait 7-8 ans que je te remercie très souvent pour ton invitation, Léa, pour toutes les rencontres stimulantes dans lesquelles tu m'as impliqué. Et oui, nous avons une chance, disons, nous avons une situation absolument révolutionnaire. Disons, ces réseaux, il y a deux niveaux de réseaux. Celui que tout le monde connaît, l'Internet, les réseaux informatiques, et puis les réseaux des neurones maintenant, surtout depuis qu'ils sont devenus multicouches. Et la première est une chance que, par exemple, nous, en sciences, dans les années 80, on a saisi, et c'était incroyable. C'est-à-dire, ces réseaux ont permis de corréler la diversité à la diversité. On était en contact, on collaborait avec des gens lointains, des groupes différents. C'était une impulsion à la recherche scientifique extraordinaire. Les réseaux comme outils pour la croissance de la diversité grâce au contact des gens qui sont loin de tous les points de vue. Mais aussi, les réseaux peuvent être utilisés autrement. Les réseaux, disons, peuvent fournir un champ moyen. La physique nous enseigne, quand on a trop de voisins, on devient tout gris. C'est-à-dire, on peut utiliser ces réseaux pour nous rendre tous identiques, pour travailler tous à la même chose, pour, avec la bibliométrie, faire face seulement au même problème, avec toujours les mêmes outils. Et la bibliométrie compte sur les réseaux, les votes de la majorité qui canalisent, selon les modes, les façons de travailler des scientifiques. Et ça, c'est les réseaux qui nous le donnent. Donc, on a vraiment une bifurcation face à nous. Si on laisse l'hégémonie, en particulier, pas seulement culturelle, mais aussi économique, de ces monopoles ahurissants qui se sont construits grâce au réseau, je crois que vraiment, on a perdu cet instrument du changement qui est la constitution de la diversité culturelle, de la diversité juridique, de la diversité dans la production et dans l'invention scientifique. Et donc, c'est à nous de choisir. Derrière la politique, les choix économiques, la constitution, encore une fois, des monopoles joue un rôle absolument essentiel. Je n'en parlerai pas de ça, mais j'utiliserai plutôt une nouveauté plus récente, même si, disons, elle aussi est ancienne, c'est-à-dire l'idée
qu'on puisse faire de l'apprentissage, surtout de l'intelligence, par une modélisation du cerveau, tout d'abord par des réseaux à 2 dimensions, et puis idée formidable des années 80-90, en mettant ces réseaux sur plusieurs couches, donc en passant à l'utilisation des 3 dimensions. Il faut dire que cette filière était présente depuis Rosenblatt, au moins les années 50, était littéralement suffoquée par la vieille intelligence artificielle qui aujourd'hui a disparu, heureusement. C'était des gens qui nous racontaient que le cerveau était une switchboard 0-1, machine de Turing, contre Turing, qui dit absolument le cerveau n'est pas une machine état discret. Et pendant des années, même grâce à un petit théorème de Minsky qui démontrait une prétendue équivalence des maths sans importance, ont écrasé un espace possible pour des modélisations par des réseaux. Heureusement, après, les débâcles de cette approche purement digitale au cerveau ont permis l'éclosion de cette nouvelle filière de modélisation, simulation, imitation de l'intelligence, et qui nous a donné, depuis surtout une dizaine d'années, des produits absolument enrichissants grâce à des mathématiques de remarquable épaisseur, ce qui est une nouveauté en intelligence artificielle. Ce n'était absolument pas le cas dans la vieille intelligence artificielle classique. Et des mathématiques qui convoquent des outils qui viennent souvent de la physique mathématique, comme par exemple les ondes d'Elliott, les méthodes de renormalisation, etc. Donc encore une fois, grâce à une interaction qui est propre à l'invention de la nouveauté scientifique. Et cette nouveauté, qui a déjà des applications absolument remarquables, nous force à repenser le rapport même à l'intelligence, à notre être au monde, puisqu'on y fait vraiment des choses époustouflantes. Alors je voudrais, pour comparer l'homme à la machine, en essayant de voir, de discuter et de constituer un nouveau mode de l'interaction, puisque cette nouvelle interface au monde, au travail, est d'une immense importance. Mais posons-nous en tant qu'humains dans l'analyse de la construction de l'intelligence humaine du monde, c'est-à-dire de la construction du sens de l'être au monde, du sens d'être avec les autres. Vous voyez, tout d'abord, le vivant est actif. Et le cerveau n'est pas une machine input-output. Le cerveau est hyperactif. Si vous êtes en condition de déprivation sensorielle, disons dans l'eau tiède, dans le noir, sans aucun bruit, vous devenez fou, non pas pour une immobilité du cerveau, mais puisqu'il y a une situation chaotique qui se développe dans le cerveau. L'activité du cerveau est canalisée par le corps dans l'interface à l'écosystème. A priori, il est actif comme le cerveau du bébé, et ses jambes, ses bras qui s'agitent, et seront contraintes dans l'interface au monde à organiser cette activité par un mécanisme sélectif, par exemple un système visuel, changeux Edelman. Il y a une explosion de connexions qui se font très tôt, et puis celles qui fonctionnent seront sélectionnées. Donc, toute première chose, l'activité du vivant qui trouve dans cet organe hyperactif qui est le cerveau et son aspect fondamental ou qui nous intéresse. Et puis revenons à la construction historique du sens biologique tout d'abord, d'être nous organismes dans un monde, et puis du sens aussi de la connaissance. Eh bien, les sens dans un multicellulaire se forment pendant même l'embryogenèse. Vous voyez, un embryon se forme, non pas par juxtaposition d'organes, un embryon se forme à partir d'une cellule qui est un organisme qui se différencie. Se différencie en produisant des tissus et des organes. À chaque étape, cette différenciation maintient l'unité organique par rapport à laquelle chaque coup qui arrive acquiert un sens. L'embryon dans le ventre de sa mère donne un sens au rythme cardiaque, à la voix de la mère. C'est le premier passage où cet intermédiaire sémiotique fondamental, la mère par rapport à l'enfant, pose la question du sens. Il se constitue dans cette histoire de l'ontogénèse, donc tout d'abord l'embryogenèse. Les machines ne se font pas comme ça. Les machines, on compose l'élémentaire et le simple. C'est-à-dire un enfant, on ne le fait pas en vissant un bras, en mettant un œil dans un trou. Vous comprenez la différence, elle est radicale. C'est cette constitution de l'embryon qui est le premier lieu de la formation du sens. Pour nous, les êtres humains, et mais aussi pour les mammifères, les placentaires, à leur niveau approprié.
Et alors, continuons sur cette réflexion de la constitution du sens et donc de l'intelligence humaine. On nous raconte encore maintenant, malheureusement aussi mes collègues en intelligence artificielle, la nouvelle intelligence, que l'intelligence est élaboration de l'information. Oui, ça c'est une composante de l'intelligence. Mais l'intelligence est aussi, peut-être tout d'abord, l'imagination des configurations de sens. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Mon exemple préféré, c'est quand nos ancêtres ont regardé les étoiles, ces petits points lumineux sans sens, et ont commencé à nommer des constellations, un geste mathématique d'interpolation en disant là, il y a un taureau, un lion. Ils ne sont absolument pas là, ils sont pas là. Mais eux, ils ont construit un mythe qui a donné du sens à cet insensé total, qui sont les petits points lumineux dans le ciel. C'est cette imagination de configuration du sens que je trouve une démarche mathématique qui continuera dans les grottes de Lascaux, où des hommes ont tracé des bords qui n'existent pas. Il n'y a pas de bords dans le monde, ce sont des singularités. On tracé des bords et on dit à d'autres hommes, ça c'est un taureau, un cheval. Encore une fois, on a constitué une configuration des sens en inventant un bord qui n'est pas là, comme fera Euclide en inventant la notion de bord. C'est ça l'imagination d'une configuration des sens, ces gestes constitutifs, organisatifs du monde. Et puis, tout cela est déformé, est formé et déformé par des émotions. Il y a des résultats récents où, par exemple, dans le cortex visuel, on voit comme l'émotion façonne les traces qui sont laissées dans le cortex primaire des contours. Le cortex primaire visuel détecte des contours, mais l'émotion qui accompagne la détection de contours participe à la formation de ces lignes. Donc il y a ces trois composantes de la constitution de l'intelligence qu'il ne faut jamais oublier et qui peuvent nous aider à interagir ces machines qui ne font que de l'élaboration de l'information, ce qui est remarquable, mais qui, encore une fois, n'est qu'une composante. Moi, je surtout travaillé dans des aspects mathématiques de l'informatique. Il y a eu des succès remarquables, encore une fois, qui n'ont rien à voir avec l'intelligence artificielle. Bon, il y en a eu dans les applications, le machine à contrôle numérique, la première robotique, qui était de l'informatique avec de l'ingénierie robotique. Si vous pensez que, du point de vue du travail, la situation a totalement changé aux chaînes de montage, en Italie d'abord, Fiat, à Turin, après les luttes ouvrières des années 70, a installé la première, c'est robotisation totale des chaînes de montage, et dans le Piémonte, il y a eu les premières plus avancées petites industries de production de robotique informatique industrielle. Ça a totalement changé le travail, avec un impact positif sur l'emploi, sur les conditions de travail, et ceci, encore une fois, grâce aux luttes ouvrières. Quand on casse cet interlocuteur principal, qui est l'homme au travail, dans la construction de l'organisation du travail, quand on démolit les activités syndicales, les organisations humaines, on casse aussi la possibilité de la nouveauté. On va arriver aux situations que j'espère citer de Amazon à présent dans le travail, dans l'organisation de distribution des paquets, quoi. Mais d'autres applications, le contrôle du vol des avions, ça c'est de l'informatique embarquée. En 30 ans, vous vous rendez compte, le vol des avions a totalement changé. Ils volent à 40 secondes l'un de l'autre, et ça grâce à une informatique embarquée qui interagit de façon formidable avec les pilotes. Les avions se parlent, se contrôlent, sans informatique absolument impossible, sans une informatique embarquée qui utilise différentes formes de quoi? Une chose que je pose en problème à mes collègues en intelligence artificielle, le problème de la correction de programmes. Vous voyez, quand vous empilez des milliers, des millions de lignes de code pour organiser une chose aussi complexe qu'un réseau de vol des avions, est-ce qu'ils fonctionnent bien? Est-ce qu'ils sont corrects? Des théorèmes classiques nous disent qu'on ne peut pas démontrer la correction des programmes. Alors, mes collègues ont inventé différentes méthodes, ça s'appelle Abstract Interpretation, Model Checking, utilisent la théorie des types, un des domaines dans lequel j'ai travaillé, des méthodes différentes qui ne peuvent aucun démontrer définitivement la correction de programme, mais chacun donne de bonnes garanties que les programmes sont corrects. Ils utilisent tous, ils font des réunions, les hommes se réunissent et disent ah, ouais, grosso modo, ça marche. Et ça marche très bien. Et donc il y a l'intervention de l'homme, même à ces niveaux, l'accord social des hommes qui disent ah, puisque nous utilisons des méthodes différentes, ils disent que ces programmes, grosso modo, sont corrects, on peut y aller, quoi. Et les avions volent très bien.
Et puis, il y a d'autres applications, l'assistance à la preuve. J'ai des collègues à maths pure qui sont des hackers formidables, puisqu'ils sont capables d'isoler les fragments très calculatoires d'un théorème, le passer à la machine, et entre-temps, ils pensent. Hein, ils inventent des configurations des sens, ils inventent des structures nouvelles de mathématiques, et laissant la machine faire des calculs. La preuve totalement automatisée, ça n'existe pas, hein, ça, vraiment. Mais l'assistance à la preuve était extraordinaire. Voilà, donc, il y a ces nouveautés-là. Et ce sont des exemples de travail, hein, où les hommes, les matheurs dans ce cas-là, ont trouvé une nouvelle façon d'interagir avec la machine qui enrichit, les libère, enrichit leur activité. Avec la nouvelle intelligence artificielle, ces réseaux qui constituent des invariants des sciences. Ça, c'est la grande nouveauté. Il y a des invariants dans l'image, dans le son, dans le parler, qui sont saisis par ces réseaux, qui sont constitués par des méthodes très complexes qui alternent linéarisation et puis convolution, filtrage et convolution, régression statistique, technique de renormalisation de l'être, maints outils qui sont convoqués et que, encore une fois, font la richesse d'une approche qui est devenue proprement scientifique. Bien évidemment, où est-ce l'abîme par rapport à l'intelligence humaine? Tout d'abord, puisque ces méthodes mathématiques, qui utilisent fortement et très souvent des méthodes du continu, mon collègue Stéphane Mallet fait surtout des ondelettes discrètes, mais enfin, il se déplace d'un côté et l'autre du discret continu, comme tous ses collègues de talent qui travaillent. Mais ces mathématiques ont besoin derrière d'une machine état discret, hein, d'une machine informatique qui fasse les calculs. Tout d'abord, c'est pas ça le cerveau. Le cerveau n'a pas derrière une machine qui fait les calculs. Et puis, encore une fois, il y a cette histoire d'une différence que nous devons à René Thom entre science et prégnance, que j'ai déjà mentionné de facto. C'est-à-dire les formes d'une figure et ses déformations, les singularités qu'il y a dans une figure qui est ses sciences, dont la constitution des invariants est ce qui compte dans une activité en particulier de type mathématique. Mais il y a les prégnances, hein, ce qui signifie. Vous voyez, la mémoire animale, dont la mémoire humaine, a un talent formidable dans l'oubli. La façon par laquelle elle constitue des invariants de l'action, c'est qu'on apprend à saisir une balle en oubliant les détails du contexte, la couleur de la balle. Ce n'est pas facile, il faut du temps. Et l'oubli est constitutif de l'invariant qui compte, la trajectoire. Et puis, la mémoire est là pour faire de la protension, c'est-à-dire pour précéder la balle. Avec quelques expériences, pas beaucoup, nous constituons un invariant de cette trajectoire en oubliant ce qui ne compte pas et en précédant, avec les saccades oculaires, nous traçons une ligne, une courbe de poursuite mathématiquement très difficile qui nous permet de précéder la balle qui arrive. Mais c'est là, on le fait dans l'émotion. L'enfant apprend cela si c'est la mère ou quelqu'un qui aime qui tire la balle. Hein. C'est pas moindre cette histoire. Ça commence à donner la prégnance qui entre dans la constitution de ces invariants. Quand vous reconnaissez le visage d'un copain qui ne vous voyait pas depuis 30 ans, 40 ans, il a beaucoup changé. Mais il y avait dans le sourire, qui est un mouvement, dans le regard, les plis sous les yeux, il y a des prégnances, c'était l'émotion partagée de la rencontre que vous retrouvez. Vous retrouvez donc ces traces de quelque chose qui était signifiant, qui était fort dans l'émotion de la rencontre. C'est ça qui nous permet de reconnaître une caricature. Vous vous souvenez de Chirac par Plantu? C'est une ligne, seulement une ligne. L'artiste saisit la prégnance du mouvement de coup de menton de Chirac par un geste. Il n'y a aucune salience, aucune invariance formelle à découvrir. Il n'y a que la prégnance que l'artiste nous a donnée. Ça, c'est l'abîme qui donne l'autonomie de la constitution du sens de l'homme. Et quand on saisit bien, on comprend mieux comment on peut interagir avec une machine qui capture les invariants des sciences. Mais il y a une entrée massive de tous ces discours dans le travail. Moi, je regardais un peu de près ces performances des échecs et de Go, surtout dans Go, il y a des choses extrêmement intéressantes, mais ne parlons pas des détails.
Et moi, je retiens surtout les coups de pub qui ont été faits autour de ça, incroyable. Et mon impression, c'est qu'ils étaient dirigés surtout tous ces jeunes qui passent leur temps sur des tablettes à faire des petits jeux. On leur a dit, dans les jeux de loin les plus difficiles de tout ce que vous faites, les échecs et les Go, les machines battent les meilleurs des champions. Vous êtes des nuls. Vous devez accepter n'importe quelle condition de travail, puisque sinon on vous remplace par des machines. Ce qui était incroyable, que cela abîmait évidemment des politiques économiques, des politiques sociales, permet aussi un renversement. Il y a ce journaliste, Jean-Baptiste Mallet, qui a passé 2 mois dans un dépôt Amazon. Et les conditions de travail étaient telles qui étaient pré-Fiat des années 70. C'est-à-dire, il faisait un travail parfaitement faisable par des robots à contrôle numérique, des recherches de paquets. Mais les conditions de travail, de précarité, l'effet de pouvoir les virer le lendemain, et surtout de subordination radicale, étaient telles que c'était beaucoup mieux, par des si bas salaires, utiliser pourquoi je dis passé, c'est beaucoup mieux utiliser des hommes plutôt que des machines. C'est-à-dire, on a tellement massacré, évidemment, par des politiques économiques et sociales d'abord, mais aussi par ces petites contributions d'un discours, d'un hype, comme disent les Américains, sur le remplacement, que ces jeunes travaillent dans des conditions épouvantables, en faisant un travail absolument répétisable. Mais c'est même en leasing, une machine est plus chère qu'un précaire de ce type. Donc, il y a une situation complexe de ce point de vue. Cette menace qui revient tout le temps est un apport à faire de façon qu'on puisse même ne pas remplacer par un travail corvéable à merci, comme on ne le voyait pas depuis longtemps. D'autres éléments ajoutés sur ce jeu complexe auquel j'ai fait appel à mes collègues qui font des excellentes maths, de se départager cette folie du remplacement, de la singularité. Il faut qu'ils les disent souvent, que maintenant qu'on y fait des choses sérieuses en intelligence artificielle, qu'il faut empêcher l'utilisation purement publicitaire de cela sous la menace, l'absence de discussion qui en suit, les mythes de start-up qui feraient n'importe quoi. Et quand au contraire, il y a d'autres parcours pour le travail, comme celui que Bernard Stiegler nous indiquait. Une dernière chose alors. Un dernier défi auquel nous faisons face, et ça change aussi l'économie, c'est l'impact des ordinateurs. Tout d'abord, c'était de l'informatique traditionnelle, mais non, aussi de l'intelligence dans l'économie par le biais de la bourse. Il y a ces challenges qui ont été présentés même ici, dans ce collège, avec cette arrogance désinvolte du jeune Quant, excellent matheux, qui présente le fast trading, où désormais il y a aussi beaucoup d'intelligence artificielle. Voilà, c'est tout ce que Bernadette nous disait maintenant, de détachement radical du sens économique. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des méthodes où on gagne sur les fluctuations très rapides. Et l'effet de ça, c'est de faire un brouillard, de cacher des tendances. Vous voyez, si la tendance en bien, par exemple pour un problème écosystémique, va comme ça, ou si elle va comme ça, ils s'en foutent totalement, puisque eux, ils gagnent sur ça. Ils gagnent sur les fluctuations. Donc, avec très fier, ce jeune homme nous expliquait comme, en gagnant sur les fluctuations, ils s'en foutent totalement des tendances. Ce qui est en particulier du rôle de signal, du prétendu signal prix, qui n'a jamais été vraiment tout à fait effectif, efficace. Mais enfin, quand même, ça existait. Il a totalement disparu en bourse grâce à ces mécanismes largement informatisés, en partie désormais aussi avec de l'intelligence artificielle. Et des méthodes, mathématiques, qui pour le moment n'ont rien à voir avec l'intelligence artificielle, qui entrent massivement en bourse, mais les machines sont très importantes, c'est l'évaluation et la distribution du risque. Encore une fois, aucun relief économique, leçon tombée écosystémique, sociale, aucun relief de la valeur, des sous-jacents. On s'occupe par des méthodes stochastiques là aussi, très avancé. Il y a des très bonnes maths, l'intégrale des Ito, une pluralité de méthodes qui viennent de mathématiques d'épaisseur. On fait de l'évaluation du risque et de la distribution, dans le but fondamental de faire que tout le monde gagne un peu. Tout le monde gagne un peu, pas trop, mais toutes les 10 secondes, il gagne très peu.
Et les risques sont très concentrés. Ce qui est passé en 2000, en 2001, en 2008. Ça passe tous les 2 mois. Il y a une banque qui fait faillite. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Quand les risques sont tous concentrés, l'État intervient. Alors, il y a des gains partout en bourse, et puis, par des méthodes très fines, la concentration du risque, à ce point-là, too big to fail, l'État intervient. Là encore, il faut se départager. Si je peux lire encore un concept, la preuve de la force mathématique, qui est une nouveauté en intelligence artificielle, est aussi donnée par enfin un résultat négatif. Je l'ai appris récemment, je n'ai pas encore étudié, et ça date de janvier. Je suis très intéressé si par hasard Stéphane peut y dire quelque chose. Je ne sais pas son importance. Ça démontre la solidité. Vous savez, la science avance quand il y a des résultats limitatifs. Quand on dit non, ça on ne peut pas le faire. Pythagore, Riemann, Poincaré, Gödel, des résultats négatifs qui ont ouvert des nouvelles voies. Eh bien, il paraît que méthode fondamentale de recherche d'optimum par des méthodes du diagramme, le problème Max Learnable, estimation du maximum, soit effectif et uniforme si et seulement si on peut dériver l'hypothèse du continu en théorie des ensembles, et qui est un théorème d'indécidabilité. C'est-à-dire, il n'y a pas de méthode uniforme effectif pour appliquer une technique fondamentale de recherche locale de l'optimum dans ces méthodes du diagramme utilisées. Ce qui est très bien. Il dit que voilà, il faut d'une façon artisanale inventer des méthodes ad hoc, mais on ne pourra pas le faire de façon parfaitement universelle. Encore une fois, ça, comme toujours les résultats négatifs, ça démontre la solidité du domaine, ouvre de nouvelles possibilités. Alors, Giuseppe, voilà. Parce que tu as posé une question à Stéphane, on va passer à Stéphane. Donc, merci beaucoup. Hein.